Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui un sujet décapant. Un comparatif de la France avant et après l'Union européenne. La France était-elle mieux avant ou après l'Union européenne? Croissance, fiscalité, pouvoir d'achat. Qui a gagné ou perdu avec l'Europe? Analysons les chiffres sans détour ni idéologie. Voici les sources de cette analyse. Depuis son adhésion à l'Union européenne en 1957 avec la signature du traité de Rome, la France a progressivement intégré le projet européen sans consultation directe du peuple à l'époque. Cette adhésion marquait le début de la Communauté économique européenne, première étape de ce qui deviendra l'Union européenne. Cependant, le rapport entre la France et l'Europe a été profondément remis en question lors du référendum de 2005 sur le projet de constitution européenne. À cette occasion, les Français ont voté non à 54,67%, exprimant leur opposition à une intégration européenne plus poussée. Ce rejet marquait un tournant, car il montrait que l'opinion publique française devenait sceptique quant aux bénéfices du projet européen. Malgré ce refus populaire, en 2007, le gouvernement français sur ordre de Nicolas Sarkozy a adopté le traité de Lisbonne, une version remaniée du texte rejeté, mais cette fois sans consulter directement les citoyens. Ce traité a été ratifié par voie parlementaire, ce qui a été perçu par une partie de la population comme une trahison du vote de 2005 et un contournement de la souveraineté populaire. Depuis lors, la question européenne en France est marquée par un double clivage. D'un côté, ceux qui estiment que l'intégration européenne est indispensable pour la prospérité économique, la stabilité et le poids de la France dans le monde. De l'autre, ceux qui dénoncent une perte de souveraineté et une soumission aux règles de Bruxelles, au détriment des intérêts nationaux. Dans les années 60 et 70, la France affichait des taux de croissance proches de 5% par an, dans le cadre des 30 Glorieuses. Ce boom économique était soutenu par une forte industrialisation et des investissements publics importants. Depuis les années 2000, la croissance économique française stagne autour de 1,5% par an en moyenne. Cette tendance est similaire à celle des autres grandes économies européennes, mais la France peine à suivre la dynamique des pays nordiques ou d'Allemagne, qui ont mieux intégré les réformes structurelles pour accroître leur compétitivité. Le taux de chômage en 1990 était d'environ 8% en France, aujourd'hui il oscille autour de 7,4%, mais en forte augmentation. Il reste supérieur à celui de l'Allemagne, 5,6%, et des Pays-Bas, 4,1%. Au troisième trimestre 2024, le taux de chômage en France a légèrement augmenté, atteignant 7,4% de la population active, soit environ 2,3 millions de personnes. Détail par tranche d'âge. Chez les jeunes, le taux de chômage a augmenté de 1,8 points, atteignant 19,7%. Pour les 25-49 ans, le taux est resté quasiment stable, avec une légère diminution de 0,1 point, s'établissant à 6,6%. Pour les 50 ans et plus, le taux a diminué de 0,3 points, pour atteindre 4,7%. Par ailleurs, le taux d'emploi des 50-64 ans a atteint 68,8%, son plus haut niveau depuis 1975. Les effets positifs des événements sportifs du début d'année s'estompant, des fermetures d'entreprises sont anticipées. Le taux de chômage pourrait atteindre 7,5%, voire 8%, en 2025, ou même plus. En mars 2025, la France et l'Allemagne sont officiellement en récession avec des records de faillites et une explosion du chômage. Avant l'euro, la France disposait d'une politique monétaire indépendante qui lui permettait de contrôler l'inflation et de réajuster le franc. Le pouvoir d'achat progressait à un rythme annuel d'environ 3% dans les années 70. Depuis l'introduction de la monnaie unique en 2002, le pouvoir d'achat a progressé beaucoup plus lentement, en raison de la faible inflation, mais aussi de la stagnation des salaires. Entre 2008 et 2023, le salaire net moyen a augmenté de 19%, tandis que l'inflation cumulée sur la même période a atteint 25%, réduisant ainsi les gains réels pour les ménages. Mais ce n'est pas tout, la masse monétaire de l'euro est passée de 8 000 à plus de 16 000 milliards d'euros en 15 ans. La planche à billets de la BCE a généré une hyperinflation et l'euro a perdu 116% de sa valeur en dilution monétaire. C'est la raison de l'appauvrissement général, et cela touche tous les pays qui ont l'euro.
Je vous recommande de visionner cette analyse qui va mettre une claque aux certitudes de certains. Avant l'intégration européenne, la France avait un taux d'imposition global plus faible, avec des prélèvements obligatoires autour de 35% du PIB en 1980. En 2023, ce taux a grimpé à environ 45%, plaçant la France comme le pays le plus imposé au monde en 2024. La dette publique française a explosé. Avant l'euro, la dette était d'environ 58% du PIB. En 2023, elle dépasse les 110% du PIB, en partie à cause des politiques de relance massive financées par la BCE, quantitative easing. La croissance par la dette. Avant son intégration dans la Communauté économique européenne en 1957, l'industrie française était majoritairement centrée sur des secteurs traditionnels comme la sidérurgie, le textile et l'agriculture. Le marché était principalement national, avec une forte intervention de l'État dans l'économie, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale. La France était alors une économie relativement protégée, avec des barrières douanières et un protectionnisme industriel. Avec l'adhésion à l'UE, la France a progressivement ouvert ses marchés et adopté des politiques conformes aux règles du marché unique européen. Cette ouverture a eu plusieurs conséquences. Le déclin de certains secteurs traditionnels comme les industries comme la sidérurgie ou le textile ont subi une forte concurrence internationale, entraînant des fermetures d'usines et des pertes d'emplois dans certaines régions industrielles. Croissance dans les secteurs innovants en revanche dans des secteurs comme l'aérospatial, le nucléaire et les télécommunications qui ont bénéficié d'une coopération européenne accrue. Airbus et Ariane sont des exemples de réussite industrielle franco-européenne, soutenus par des projets communautaires. Point positif, l'intégration dans le marché unique, économie d'échelle, accès à des financements européens pour les projets industriels innovants. Point négatif, dépendance accrue vis-à-vis des décisions européennes, comme la désindustrialisation. L'adhésion à l'Union européenne a permis à la France de moderniser certains secteurs industriels, mais au prix d'une perte d'autonomie sur certaines politiques industrielles locales et d'une désindustrialisation importante dans certaines régions. Certains analystes critiquent l'adhésion à l'UE pour la perte de souveraineté industrielle de la France. Les grandes décisions concernant les politiques industrielles sont souvent prises à Bruxelles, ce qui limite la capacité de la France à protéger ou développer certains secteurs clés. Exemple récent, la décision de Bruxelles de restreindre l'usage des moteurs thermiques d'ici 2035 a fortement impacté l'industrie automobile française, qui était encore en transition vers l'électrique. Les constructeurs font marche arrière pour éviter la faillite. La fin programmée des moteurs thermiques en Europe d'ici 2035, imposée par l'Union européenne pour atteindre la neutralité carbone, pourrait avoir un impact considérable sur l'emploi. En France, environ 100 000 emplois vont disparaître d'ici à 2035, principalement dans les secteurs des constructeurs automobiles, des sous-traitants et des équipementiers, selon l'Observatoire de la métallurgie et des analyses relayées par divers experts de l'industrie automobile. Mieux. Mais sous l'influence de décisions bureaucratiques de l'EU qui affaiblissent l'industrie automobile, faillite de grands groupes, chômage de masse. Les échanges commerciaux sont accrus avec certains pays, comme la Pologne, qui achète désormais ses avions de chasse aux États-Unis. Moins bien, la croissance la plus faible en Europe, euro trop fort pour notre économie, perte de souveraineté monétaire, fiscalité excessive et dette publique vertigineuse. Également perte de notre souveraineté énergétique, peut-être bientôt de la dissuasion nucléaire. La France peut-elle redevenir compétitive au sein de l'Union ? Cela passe par des réformes structurelles étatiques, une meilleure gestion des dépenses publiques, baisse des impôts pour relancer la croissance, notamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à vous abonner. La France peut-elle encore tirer parti de son appartenance à l'Europe, ou est-il temps de revoir sa position ? À vous de choisir votre camp.